Ah, les gars, quand les modèles, il a encore des « 10 000 codeurs. Accompagner les jeunes vers les métiers du numérique. Du lundi au vendredi, 20h, heure de Paris, des professionnels donnent du sens à leur carrière en devenant des repères pour la jeunesse. La jeunesse d'Afrique, la jeunesse d'Europe, la jeunesse des Caraïbes, la jeunesse de l'océan Indien. En 3 étapes, accompagner les jeunes vers les métiers du numérique. Découvrir le numérique grâce aux webinaires quotidiens, apprendre un métier et décrocher un emploi. Ce soir, 3e mardi du mois, Business Design. Comment un entrepreneur peut créer une marque unique, empathique et profitable. Les experts Pinchasa ont la réponse. L'innovation de business model. Mois après mois, des exemples de marques et leurs stratégies. Après Netflix, après Facebook. Aujourd'hui, le cas Disney. Comment Disney est devenu Disney? Quelles sont les étapes? Quelles sont les innovations? Comment Disney s'est adapté, s'est démarqué et a fait de Disney une marque dans nos cœurs, une marque qui déclenche des émotions. Devenir unique avec Pinchasa et 10 000 codeurs, c'est possible. Ça se passe tous les 3e mardis du mois. 10 000 codeurs, l'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique. Le futur est là. Nous sommes prêts. Et vous? Une nouvelle méthode, une approche unique, un apprentissage par la pratique. Rêvez, exprimez votre potentiel et innovez. Croyez en vous et créez votre projet en rejoignant la communauté tech. Rejoignez GoMyCode. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 17 mai 2022. C'est le 3e mardi du mois de mai. Et vous le savez, chez 10 000 codeurs, le 3e mardi du mois, on parle business design. Créer une société, c'est facile. Créer une entreprise, c'est facile. Mais comment faire pour que cette entreprise devienne une marque unique, empathique et profitable? Ça, là, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, moi-même qui vous parle, j'ai créé des sociétés. Mais ce ne sont pas des marques connues dans le monde entier. Mais avec l'appui de Pinchasa, d'experts dans le secteur du business design,
nous pouvons avoir des techniques qui nous permettent de faire en sorte que l'on crée une marque qui soit unique, qui soit empathique et qui génère du profit. C'est possible, que vous soyez en France, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez partout dans le monde. Mais il y a des petits trucs. Et ces petits trucs-là, on les prend à partir d'exemples de marques qui existent depuis des années et qui ont développé un mode, une approche sur lequel on peut s'inspirer pour s'en sortir. Bonsoir, je suis Douglas Mbiondou, président de l'association 10 000 codeurs, 20 ans d'expérience en informatique, 5 ans comme salarié, 15 ans comme entrepreneur dans le secteur de la formation professionnelle. J'ai choisi, comme les experts de Pinchasa, de donner du sens à ma carrière en devenant un repère pour la jeunesse. À travers le projet 10 000 codeurs aujourd'hui, nous avons une ambition d'accompagner les jeunes, d'une part vers les métiers du numérique. Là, vous voyez la page à connaître pour connaître les métiers du numérique. Nous avons catégorisé en 3 parties. Il y a les métiers qui concernent accompagner l'entrepreneur sur l'idée. Il y a des métiers qui concernent accompagner sur la tech, donc faire. Et puis, il y a des métiers qui concernent le vendre après. Là, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les métiers pour le vendre après. Non. Tout en haut de la pyramide, non. Nous ne sommes pas dans les métiers pour faire la tech. Non. Ici, là. Nous sommes dans l'idée en bas. Nous sommes avec des professionnels qui accompagnent l'entrepreneur sur le fait de mettre en place une stratégie terrible qui va faire en sorte que derrière, là, ça va fonctionner. Bienvenue, nous sommes avec nos experts de Pinchasa comme tous les mois. Et vous le voyez depuis le début de l'année, ils nous font rêver avec des cas, des sociétés, des entreprises, des marques que vous connaissez, moi aussi je connais, et ils nous expliquent comment, à travers l'histoire de ces marques, elles ont pu devenir ce qu'elles sont. Passionnant. Je vais me taire. J'ai trop parlé seulement. Parce que leur temps, là, ce sont des professionnels, ils n'ont pas le temps. Donc là, on va les accueillir vite même. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Les experts de Pinchasa. Bonsoir Laetitia, bonsoir Maxime. Comment ça va Douglas? Super bien. J'attends ma petite dose d'injection. J'ai entendu qu'il y a Disney. On va parler de Disney. Tu vois, Disney, c'est vrai que Disney, c'est unique. Ça dégage de l'empathie, de l'émotion, parce que Disney, on a tous été bercés par Disney, les dessins animés, même, il y a même Disneyland, et puis, tout ça, vous allez nous expliquer. Et puis aussi, on sait que c'est une machine à cash. Disney génère du cash. Je crois qu'ils ont. C'est pas eux qui ont acheté les Star Wars, c'est eux qui ont acheté notamment, oui. C'est Lucasfilm, c'est ça? Oui. Donc voilà, donc j'attends de savoir. Et vous, comment vous allez? Comment va Pinchasa? On va très bien, toujours autant de travail, donc on aimerait un peu se reposer. Mais on va très bien, on va très très bien. Maxime, j'ai parlé pour nous deux, mais peut-être toi. Non, je suis d'accord avec toi, on va très bien. Bon, alors, aujourd'hui, là, bon, déjà, faites-nous un petit rappel pour ceux qui nous découvrent. Alors, c'est quoi Pinchasa? Pinchasa, c'est en fait une agence de design, de stratégie et d'innovation. D'accord. On aide les entreprises à devenir le Apple de leur secteur, c'est-à-dire qu'on aide les entreprises à devenir les plus profitables de leur secteur comparé à la moyenne de leur secteur grâce aux méthodologies design. Parmi les méthodologies design, il y a évidemment les méthodologies design qu'on utilise dans le cadre du business design. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. En tout cas, un cas pratique de ce que parviennent à faire les grandes entreprises lorsqu'elles font appel à des agences comme Pinchasa, par exemple. OK. Donc, Pinchasa, c'est une agence de design, stratégie. Hein, si les personnes doivent venir, c'est une agence de design, stratégie et innovation. Innovation. Ah, vraiment, le mot innovation, il revient souvent. Hein. Ça va être dans vos bouches là. Moi, quand je comptabilise, je regarde le nombre de mots. C'est le mot qui revient souvent. Innovation. J'entends parler de business design, de innovation de business design, de innovation de business model. Ouais. Et c'est vrai que vous confirmez que cette histoire d'innovation qu'on entend souvent, on dit que pour durer, il faut innover. C'est bien ça? Exactement. Et dans un monde, je suis en train déjà de dire ce que j'allais dire plus tard. Donc, ne nous interromps plus, on commence. D'accord, on va commencer. Attention, les amis. Pourquoi? Préparez-vous. Hein. Là, ça commence maintenant. Bon, j'ai mes popcorn là. Voilà, tu les as pris, on est bon. Donc, la première chose à savoir et à se souvenir, c'est que
Dommage pour tous ceux qui n'ont pas suivi les webinaires de l'année dernière. Il va falloir retourner vers ça pour mieux comprendre certaines choses très importantes qu'on va dire aujourd'hui. Mais ce qui est important à retenir, et vous retournerez là-bas après, c'est que pendant 1 an, Pinchasa a parlé de l'importance de la marque, c'est-à-dire l'identité, donc l'ADN fort de marque. Tu as rappelé tout à l'heure qu'il s'agit d'unicité, mais aussi d'expérience de marque. À l'époque, on expliquait clairement que l'équation, c'était l'ABX, c'est-à-dire la Brand Experience. L'identité unique de marque et l'expérience enchanteresse de marque sont extrêmement importantes pour toute entreprise ou organisation. Ici, avec Disney, vous allez voir à quel point c'est particulièrement cette compréhension des 2 éléments BX, donc Brand et Experience, qui va rendre possible l'essentiel des innovations de business model de Disney. Ce qui signifie bien une chose, c'est que si vous vous dites « je vais créer une société, etc. », mais que vous négligez la marque et l'expérience, il y a toute une série de business models dont vous vous privez naturellement. Ça, c'est très important à retenir. Alors, comme on le dit maintenant habituellement depuis le début de l'année, c'est que le business design comprend en fait le design ici, stratégique, comprend 3 leviers de profitabilité. On a parlé du levier de profitabilité de l'identité de marque l'année dernière, on a parlé du levier expérience de marque l'année dernière, et aujourd'hui, et cette année-ci, on se concentre sur le 3e levier de profitabilité, qui est celui du business design. Pourquoi? Parce que là où l'identité de marque et l'expérience de marque sont des leviers de profit très importants, la manière même dont le business va être conçu, et même de manière successive, parce qu'un business, ce sont des cycles itératifs, c'est ça qui va vraiment tout faire exploser. Et c'est pour ça que pour nous, ça a semblé extrêmement important qu'on explique c'est quoi le business design. Le business design, c'est l'ensemble des méthodologies de design qui commencent évidemment avec l'empathie qui nous est chère chez Pinchasa et qui permettent en fait d'augmenter de manière générale le profit qu'une entreprise ou une organisation va pouvoir générer, et ce, de manière saine. D'accord. Il y a plusieurs manières de générer du profit. Il y a la manière saine et la manière malsaine. La manière saine, c'est celle qui dure, et donc il vaut mieux la baser sur de l'empathie, sur de la méthodologie, sur de la valeur ajoutée. Ça, c'est pour le business design. Pourquoi faire du business design? On l'a déjà dit, mais on le répète parce que c'est extrêmement important. Hier, pour faire du business, on le faisait sur base d'un environnement, de recettes et avec des conséquences qui nous étaient connues. Donc, ce qu'on faisait, c'était la gestion d'entreprise, ce qu'on appelle le business management. Alors, toutes les personnes qui avaient fait un MBA pouvaient totalement s'en vanter parce qu'elles étaient connaisseuses de tout ce qui s'était fait avant, et il leur suffisait de dire « moi, je sais ce que les entreprises ont fait avant, et donc je viens dans l'entreprise pour vous montrer, parce que moi, je sais, on va faire exactement la même chose, on fait un copier-coller, et ça va marcher. » Et ça a fonctionné jusqu'à un certain point. Aujourd'hui, le monde avance tellement rapidement, la technologie disrupte tellement d'industries qu'il est presque impossible, et il y a tellement de crises aussi par ailleurs, qu'il est presque impossible de prédire l'avenir. Tout est flou. Et donc, il ne s'agit plus aujourd'hui de se baser sur un environnement, des recettes et des conséquences connues, business management, mais il s'agit de développer la capacité, dans un relatif brouillard, de trouver des nouvelles sources ou d'améliorer de meilleures sources de revenus sans tuer tout le monde. On a parlé d'empathie, donc tout à fait. de nouvelles sources de revenus. Et pour faire ça, le business design est de plus en plus indispensable parce que le design, c'est justement toutes ces méthodologies pour résoudre un problème en partant de l'utilisateur final et augmenter donc la valeur d'une solution pour un groupe de personnes. Alors, c'est quoi un business model? Puisqu'on va parler d'innovation, de business model. Il faut retenir qu'un business model, c'est un schéma. Qui dit modèle, dit schéma. C'est un schéma de quoi? De la valeur. La valeur qui est créée, délivrée et capturée. Vous créez de la valeur, vous vous posez la question de savoir comment vous allez la délivrer aux personnes que vous visez,
et comment est-ce que vous allez capturer la contre-valeur de la valeur que vous leur avez délivrée. Le business model, c'est simplement le schéma de ces 3 éléments-là, de la manière dont cette valeur est créée, délivrée et capturée. Alors, c'est quoi l'innovation de business model? On parle d'innovation de business model lorsque, sur le triangle magique, et ça, c'est tout aussi important parce que depuis le début de l'année, on parle que en termes de triangle magique, donc ce serait bien de bien le retenir. Vous avez ici un triangle magique qui montre les 4 éléments fondamentaux d'un business model. C'est vraiment le schéma de base. On n'en est pas au business model Canva qui, lui, va juste constater, une fois que vous avez fini votre triangle magique, comment vous allez mettre les éléments. C'est important. Mais le cœur de votre business model et ce qui va vous permettre de rapidement créer des innovations de business model, c'est ce triangle magique. On a une innovation de business model lorsque au moins 2 dimensions de ce triangle magique sont modifiées par rapport soit à ce que vous faisiez dans votre entreprise, soit à ce que l'entièreté de votre secteur faisait dans ces réalités, dans la manière classique. Donc, ces 3 dimensions, c'est what, donc la valeur que vous offrez aux gens, who, la cible à laquelle vous l'offrez, how, la manière dont vous faites pour rendre ça possible, et why, le mécanisme de profit. Et nous, on ajoute notre touche d'empathie sur cette théorie qui consiste à dire quelle est la raison pour laquelle un public particulier est prêt à payer quelque chose en plus, en général, pour avoir accès à votre what. Est-ce que je me suis bien exprimé, Maxime? Excellemment bien. Est-ce que tu prendrais le relais? Par exemple. Alors, je te laisse. Donc, comme chaque mois maintenant, on va vous raconter une petite histoire. L'histoire incroyable d'une entreprise née il y a presque 100 ans. Alors là, spoiler alerte, l'année prochaine, Disney risque de faire pas mal d'événements puisque la Walt Disney Company a été créée en 1923. Donc, elle a 99 ans. Alors, comment elle a commencé? Avec le rêve un peu fou d'un créatif, Walt Disney, qui est venu avec son frère à Hollywood, qui a commencé par faire un pilote, un premier épisode d'une série qu'il a utilisé pour aller chercher des financements et de la diffusion. C'était Alice Comedies, qui racontait l'histoire d'une petite fille dans de différentes situations. Ça a duré pendant 4 ans. Ensuite, comment ça se passait à ce moment-là? C'était un business model classique pour l'époque. Donc, le producteur de contenu a un studio créatif qui fait toute cette production et il collabore, il a un partenariat avec des distributeurs qui, eux, vont aller les amener dans les salles de cinéma pour obtenir la diffusion dont ils ont besoin. Alors, au tout début, il ne faisait que des courts-métrages, en fait. Donc, c'était des petits dessins animés de moins de 10 minutes avec des situations courantes, on va dire, et qui permettaient aux gens de passer un petit moment de détente. Alors, il faut se resituer dans l'époque. On est dans les années 20, début des années 30, il n'y a pas encore de télévision. Aux États-Unis, dans les années 30, les années 40, on a 80 à 90 millions de spectateurs chaque semaine qui vont au cinéma. 80 millions, donc c'est à peu près la population de la RDC qui chaque semaine payait son ticket de cinéma. Donc, et c'était la guerre. Et bon, on sortait de la guerre. En 29, il y a la crise qui a évidemment tout balayé, on le sait. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que la vie était tellement dure que les Américains prenaient vraiment beaucoup de plaisir à aller voir des films qui avaient une happy end. Donc, à la fin, ça se terminait bien. Et donc, par rapport à leurs difficultés dans la vie de tous les jours, le cinéma était vraiment quelque chose qui allégeait leurs difficultés. D'ailleurs, en temps de guerre et en temps de grandes difficultés, le cinéma et le cirque sont les activités qui ont le plus grand boom économique. Gardez-le en tête au cas où. Donc, tout ça pour dire qu'il y avait là vraiment beaucoup d'argent à se faire pour ceux qui étaient dans l'industrie.
sur base de ça, Walt Disney continue et crée une deuxième série qui s'appelait Oswald le lapin chanceux. Hein. Et puis, une première année se passe, ça va bien. Et quand il veut négocier avec son distributeur pour avoir du financement pour créer une deuxième saison, il se rend compte que son distributeur non seulement a été débauché ses animateurs pour continuer la série sans Walt Disney, mais en plus, il se rend compte après, en relisant son contrat, qu'il n'avait plus les droits sur cette série. Alors ça a été évidemment une douche froide pour Walt Disney et qui a compris dès ce moment-là, et donc là on est en 1930, hein, donc on est au tout début, on est en 29-30, au tout début de l'existence de Walt Disney. Il se rend compte que perdre les droits sur sa production, c'est quelque chose qu'il ne doit plus jamais permettre. C'est tout perdre en fait. Hein. Ah ben voilà, Oswald the Lucky Rabbit. Donc, donc maintenant, vous vous rendez compte aussi que Oswald, on n'en a plus entendu tant que ça parlait. Bon, je suppose qu'ils les ont récupérés par la suite quand ils sont devenus plus forts que le distributeur. Et donc, la suite, pour l'instant, c'est que la même chose. Donc, ils s'arrangent avec des distributeurs qui vont aller placer ces courts-métrages. Oui. C'est que j'aimerais vraiment insister sur le fait que les droits d'auteur et les droits de propriété intellectuelle, ne pas les avoir pour Disney a été un tournant, en fait, dans absolument tout Disney. Et je te rends la parole, Maxime. Voilà. Alors, maintenant, la particularité de la situation de Disney à l'époque, c'est que, évidemment, les droits de diffusion du petit court-métrage que l'on passe avant le vrai film, avant le long-métrage, ne rapportent pas autant d'argent qu'un long-métrage, forcément. Et donc, à cette époque-là, les droits de diffusion des courts-métrages ne permettaient pas à Disney de faire réellement des profits et de pouvoir investir. Alors, évidemment, Walt Disney est plein de ressources. En 1928, il crée Mickey Mouse. Et à peine 2 ans plus tard, quelqu'un vient le voir pour lui demander s'il peut utiliser Mickey pour faire des boîtes à crayons. Alors, vous voyez ici un exemple, hein, ça, c'est une boîte à crayons des années 30, et donc ça a été la première utilisation de Mickey en merchandising. Alors, pour la petite histoire, il a vendu ses droits pour ses boîtes à crayons pour $300. Ça fait un peu plus de $5 000 au taux actuel. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Mais il avait besoin de cet argent. Et donc, il l'a pris. Et ça a été le début d'une success story. Pardon, parce que rapidement, Mickey s'est retrouvé sur des brosses à dents, des assiettes, des boîtes à tartines, des cartables, du matériel scolaire, etc. Et donc, ça a été la première grosse innovation de business model de Disney que je vais laisser Laetitia vous expliquer. Alors, j'ai insisté tout à l'heure sur le fait que la perte des droits d'auteur a marqué le véritable tournant et a été en fait la source de la grande réussite de Disney telle qu'on la connaît aujourd'hui, parce que pour les entrepreneurs, c'est très important de se rendre compte que leurs échecs ne sont des échecs que si ils n'en tirent aucune leçon. Exactement. On ne t'entend plus, Douglas, mais je suppose que tu es en train de dire oui. Oui. Voilà. Donc, la première chose que Disney a fait d'innovant, vous voyez qu'il a changé 3 éléments de son modèle, c'est de proposer à des fabricants, donc en B2B, des droits d'utilisation donc pour le merchandising, donc les produits dérivés, de ces films et de ces personnages. Mais avant de pouvoir faire ça, il a fallu que ces films et ces personnages en soi deviennent de véritables marques, des marques fortes. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment important d'aller voir tous les webinaires de l'année dernière, parce qu'il a fallu que Walt Disney soit totalement conscient
d'à quel point avoir une marque forte était important, mais surtout que chaque film pouvait en soi devenir une marque et que chacun des personnages pouvait en soi devenir une marque. Une marque, c'est quoi? C'est une entité à qui on donne finalement une personnalité et des traits humains pour provoquer de l'émotion. Et à partir du moment où un film provoque une émotion, si je te dis Le Roi Lion, tac, il y a des synapses qui se font. Si je te dis Mufasa, peut-être que tu seras content, mais ça reste de l'émotion. Donc, non, c'est pas Mufasa, c'est Scar. Non, lui-même, c'est autre chose. Lui-même, c'est autre chose. Exactement. Si on dit Javotte et Anastasia, il y a d'autres synapses qui se mettent en... Donc, chacun des personnages est en soi une marque. Et à partir du moment où Disney a compris ça, a compris aussi le principe des droits d'auteur et de la monétisation de ces droits d'auteur, même si c'est un hasard, comme Maxime l'a précisé au départ, qu'on est venu voir pour faire une boîte de crayons à partir de Mickey, bien là, ils se sont dit, on va en faire un business model à part entière. On va proposer à des fabricants des droits d'utilisation pour produire des produits dérivés, pour fabriquer des produits dérivés de nos personnages et de nos films. L'intérêt pour Disney, c'est évidemment qu'ils continuaient à faire vivre ces personnages. Et évidemment, licensing, donc royalty, je ne sais plus comment royalties, dire. Oui, tout à fait. Mais par contre, pour les fabricants, il y avait un intérêt tout trouvé aussi. Face au succès de chacun des films Disney et à la force de chacun des personnages Disney, les fabricants savaient qu'en fabriquant des éléments Disney, ils allaient d'office les vendre, quel que soit le prix auquel ils les proposaient à la vente. Et donc, qui dit quel que soit le prix, dit surtout beaucoup de profit. Tout à fait. Donc ça, c'était vraiment la première innovation de business model, comme l'a précisé Maxime, qui a propulsé déjà, dans un premier temps, Disney dans le début de son succès. La deuxième innovation, dans la même veine, on va dire, de Disney, c'est toujours du licensing, mais du licensing avec un S. C'est pas grave, ne regardez pas les fautes. Mais du licensing pour la diffusion. Alors, comme Maxime l'a expliqué au départ, c'est que au départ, Disney, c'était des courts-métrages. Oui. Les courts-métrages dit pas nécessairement beaucoup de revenus parce que ça passe en première partie d'un vrai film en long-métrage. Et donc, Walt Disney avait besoin de beaucoup plus de revenus. Donc, il a décidé de créer des histoires plus longues qui permettent de construire des personnages et des intrigues beaucoup plus élaborées et qui offrent une expérience beaucoup plus profonde aux spectateurs. Qui dit personnage plus élaboré, dit humanisation plus grande, marque plus large, émotion plus forte. Et évidemment, comme on vient de le dire, le licensing devient encore plus pratique à ce moment-là et faisable. Donc, il produit des longs métrages, ce qui lui permet de construire des marques encore plus fortes. Blanche-Neige, je crois que c'est le premier long métrage de Disney. Tout à fait. Donc, à l'époque, il n'y avait pas encore réellement de long métrage d'animation. D'accord. Avant Blanche-Neige, si je me souviens bien, il y a eu 2 Argentins et un Italien qui ont fait un long métrage d'animation, mais en dehors de ça, ça n'existait pas dans le monde. Et donc, personne n'y croyait vraiment, comme avec la plupart des choses qui n'existent pas. Mais qui n'existent pas encore. Et ici, il y a un autre point très important du succès de Disney, c'est la vision de son créateur. La vision de son créateur qui a mis la création vraiment au cœur de tout, qui savait que c'est là-dessus qu'il fallait capitaliser. Parce que Blanche-Neige, le premier long métrage, 3 ans de travail. Donc, il faut bien se rendre compte qu'un dessin animé à l'époque, chaque dessin était fait à la main. Ah oui, tout à fait. À la main. 24 images par minute ou par seconde, à la main. Avec du calque les uns au-dessus des autres pour que ça donne bien. Donc, 3 ans, c'est véritablement des œuvres d'art au sens propre. Et donc, évidemment, quand on investit pendant 3 ans pour sortir un film, il faut après qu'on puisse capitaliser dessus. Et ça, malgré tous les risques qu'il courait,
Mais Walt Disney l'avait bien compris. Ah ouais, vision. Ouais, il a dit, ça va marcher. Il a dit, c'est ça qui va marcher. Exactement. Pendant 3 ans, il dit, c'est ça qui va marcher, c'est ça qui va marcher, c'est ça qui... Laissez-moi, c'est ça qui va marcher. Amenez. Ah ouais. Et donc, en faisant ça, ce qui est important à garder à l'esprit, c'est que, comme Maxime l'a dit, il savait que ça allait marcher. En tout cas, il y croyait, hein. Et heureusement, ça a marché. Il savait que ça allait marcher. Les longs métrages permettaient aux distributeurs et aux diffuseurs qui allaient le diffuser, parce que Disney était un studio un studio d'animation. Ce n'était pas des diffuseurs, ni des distributeurs. Donc, les distributeurs et les diffuseurs, ils savaient qu'en faisant la diffusion et la distribution des longs métrages Disney, mais leur risque était particulièrement réduit. N'est-ce pas, Maxime? Tout à fait. Mais quelque chose d'extraordinaire va se produire. Et encore une fois, comme la majorité des choses extraordinaires, elles naissent de frustration. En 1955, oui. Alors que Walt Disney a créé sa société très peu de temps avant, finalement, que 32 ans, hein, même si à l'échelle d'aujourd'hui, c'est long, mais ils ont 99 ans, donc on peut dire très peu de temps. Oui. Il était souvent déçu lorsqu'il allait au parc d'attractions avec ses 2 filles. Et en tant que parent, aller au parc, à l'époque en tout cas, c'était s'asseoir et attendre sur un banc que les enfants finissent d'aller tourner autour d'un manège, puis qu'ils courent dans le sable, puis qu'ils aillent faire ceci, ils aillent faire cela. Et donc, les parents, ils attendent, ils s'ennuient. Tout à fait. Et donc, il a imaginé un parc dans lequel parents et enfants pourraient s'amuser ensemble. Et pour la petite histoire, à ceux qui ont l'habitude, dans l'audience peut-être, de se dire je ne peux rien faire parce que je n'ai pas de financement. Faire un parc, évidemment, ça coûte énormément d'argent. Walt Disney n'était pas sans ressources, mais n'avait certainement pas assez d'argent que pour faire un parc d'attractions à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit? Pour trouver les financements, il a décidé de créer une première émission de télévision Disney et il l'a vendue à NBC. Il avait déjà de la valeur, il avait déjà un studio d'animation, il savait faire certaines choses, il a rassemblé cette valeur et il a décidé de la vendre pour créer encore plus de valeur. Le premier parc, en fait, de Disney. De Disney. Oui. Ça? Oui. Ok, d'accord. Alors, lorsqu'on Walt Disney Television, c'est vrai que j'avais vu ça avant. Tout à fait. Lorsqu'on parle de ce parc, il y a évidemment de l'innovation de business model derrière. Et là, vous voyez que tous les éléments, toutes les dimensions du business model sont rouges parce que l'innovation ça bouge, ouais. de son business model, elle est partout pour Disney. C'est en fait le business model de l'expérience. Que propose Disney? Ça fait depuis 32 ans qu'il est à l'œuvre, à la manœuvre. Il crée des marques dont les gens tombent totalement amoureux. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait revivre la magie Disney aux parents et aux enfants, ensemble. Donc, pour la première fois, depuis sa création, il commence à s'adresser directement aux familles, sans intermédiaire. Qu'est-ce qu'il leur propose? Un parc à thème, donc l'univers Disney. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? La construction, la maintenance, mais aussi l'animation des parcs. Donc, on est déjà dans une nouvelle relation de Disney avec son public final, c'est-à-dire les familles, parents et enfants, avec laquelle, en fait, il capitalise sur ce qu'il a déjà créé, à savoir les marques personnages et les marques films, auxquels il donne complètement vie en 3D, avant la 3D. D'accord? Mais Maxime, tu vas nous expliquer quelque chose d'encore plus extraordinaire. Tout à fait. Et donc là, on va faire le lien avec encore quelque chose de l'année passée, des webinaires que nous avons donnés sur le branding, et on va vous faire découvrir un document historique dessiné par Walt Disney lui-même. Alors, on va zoomer ça et si on peut l'agrandir pour que tout le monde voit bien. Oui. C'est l'articulation du business de Disney dessiné par Walt Disney lui-même en 1957. OK. Alors, vous voyez au centre le studio de création et puis vous voyez en périphérie toute une série d'autres éléments. La musique, la télévision, le merchandising, les licences pour le merchandising, Disneyland, les bandes dessinées, les publications
et à côté Walt Disney Magazine. Et Magnifique. tout cela, chaque élément, vous voyez, ramène au centre. Et donc, Tout à fait. le but de la musique, par exemple, c'est de garder les films et les personnages dans les esprits du public quand les films ne sont pas à l'affiche. Les films, eux, fournissent la musique et les talents pour créer la musique. Pareil avec les publications, les livres et les comic books. Eh bien, les films apportent la matière pour faire des magazines et les magazines font la pub des films tout en rapportant toujours à Walt Disney. Et donc, là, vous voyez comment Walt Disney a mis vraiment au centre la créativité, apporter de la valeur avec des histoires magiques auxquelles toute la famille peut s'identifier et en face desquelles toute la famille peut passer un super moment de détente. Et cette magie peut continuer avec des livres, avec des bouquins de coloriage, avec des chansons que tout le monde reprend. Alors, on ne compte plus maintenant les associations de parents qui connaissent par cœur la chanson de la Reine des Neiges. Hein? Libéré, délivré. Voilà. Donc, vraiment, ça marche. Toi, tu en fais partie aussi, Douglas. Et donc, ce que vous voyez ici, pardon, au milieu, on pourrait remplacer Creative Talent of Studio Theatrical Films par brands. Ouais. Ce sont les marques. Les marques créées par les studios créatifs. Et tout autour, vous avez le marketing. Le marketing de ces marques qui va mettre en avant les marques et les faire vivre et faire continuer l'intérêt, etc. pendant que quand les films ne sont pas à l'affiche. Alors moi, je vais faire une petite parenthèse. Oui. On vous a parlé de l'écosystème de marques. On vous a dit que c'était la dernière fois que vous faisiez des multiservices, non? Il faut de la cohérence entre tout ce que vous faites. Et Maxime est en train de vous montrer un exemple de schéma extrêmement. Son créateur a pensé à des choses qui ne sont arrivées finalement que très, très tard. Tout à fait, parce que pour la télévision, par exemple, ce n'est que 30 ans plus tard que Disney aura sa première chaîne. Les magazines, il faudra attendre encore pratiquement 10 ans. Ok. Et Disneyland était tout nouveau vu qu'il était créé depuis 1955. Et quand les magazines sont sortis, je crois que Walt Disney était même mort. Tout à fait, tout à fait. Alors, ou en tout cas, c'est joué à pas grand-chose. Mais donc, c'est extrêmement important de retenir que c'est d'abord une question de vision. Et qu'après, il faut voir comment est-ce que cette vision va s'articuler pour que la valeur, la contre-valeur, etc., puisse se mettre dedans. Mais en ce qui concerne Disney, c'était déjà très clair pour eux que la marque allait jouer un rôle capital dans absolument tout ce qu'ils allaient faire. La marque, que dis-je, les marques allaient jouer des rôles absolument capital, un rôle absolument capital dans tout ce qu'ils allaient faire. Je suppose que je peux dézoomer? Oui, tout à fait. Et donc, maintenant, on va continuer avec les autres sources, les autres business models de Disney, hein, parce que en 65, Disney lance son premier magazine. Oui. Et en 83, sa première chaîne de télévision. Alors, entre les deux, Walt Disney est mort en 66, ce qui a suite à ça, la Walt Disney Company a eu quand même un petit peu de difficulté parce que le Walt Disney était tellement central dans toute l'activité qu'en fait les investisseurs n'ont pas cru au fait que la Walt Disney Company allait survivre et pouvoir continuer à délivrer la même qualité. Et donc, on a eu vraiment pour Disney une baisse de régime pendant une petite vingtaine d'années. Davantage à des aspects personnels que des aspects de business model et de vision. Tout à fait. Et donc, mais ça n'a pas duré, hein, vu que rapidement, il y a un nouveau CEO qui est arrivé et qui a redressé la barre. En 83, donc Disney a lancé sa première chaîne de télévision. Comment? Parce que en 81, ils ont fait un petit inventaire en interne où ils se sont rendus compte qu'ils possédaient 250 longs métrages, 456 courts métrages et 27 années de programmes télévisés qu'ils avaient diffusés sur d'autres chaînes, dont la plupart
n'avaient jamais été rediffusés. Et donc, face à cette mine d'or, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient capitaliser sur ce qu'ils avaient déjà. Parce qu'avec autant de contenu, oui, on peut faire une chaîne télé. Et les programmes sont remplis. Et on a déjà tout ce qu'il faut. Et on À a mon déjà... avis, donc là, ça doit te dire quelque chose. Je t'assure, oui. Donc, on a déjà. Et donc, ça a permis à Disney d'ajouter une nouvelle corde à son arc, à savoir un business model qu'on vous a déjà présenté dans le cadre de Facebook, les revenus cachés. Les revenus cachés, ce sont en général des revenus publicitaires. Parce que qui dit chaîne de télévision dit publicité entre les émissions. Tout à fait. Parce qu'à l'époque, c'était entre les émissions et pas dedans. Oui. Et pareil avec les magazines. Si vous faites des magazines, vous gagnez de l'argent en les vendant, mais vous pouvez aussi mettre des pages publicitaires dans le magazine qui vous rapportent des revenus en plus. Vu l'aura de Disney et le fait que il y aura toujours des fans de Disney, ils sont très très nombreux, hein, les annonceurs avaient là la garantie d'avoir une audience très large, bien définie, parce qu'on parle d'enfants et de leurs parents. Donc, on sait que ce sont en général des jeunes parents qui ont des enfants, etc. Donc, c'est un ciblage assez bien fait. Et en plus, ciblage possible par film et ciblage possible par personnage. Donc, tu veux faire de la pub pour les voitures, tu annonces dans le magazine qui va parler de Cars ou je ne sais quoi. Enfin, j'espère que Cars, c'est de Disney. Oui, c'est Pixar. Ah, c'est Pixar, Disney. Donc tout est Disney. OK. Donc voilà, ça c'est une autre innovation de business model, déjà donc, dans les années 80 et sans doute un petit peu avant, de Disney, mais ce n'est pas tout. N'est-ce pas, Laetitia? Effectivement. Alors, Disney, il faut savoir que tout ce qu'on vous dit là, ce ne sont pas des nouveaux business models qui ont remplacé les précédents, ils se sont simplement ajoutés. Okay? Ajoutés à tout ce qu'il y avait déjà. Après les magazines et les chaînes télé, il y a eu les Disney Stores, donc les magasins. Et qu'est-ce que il y a derrière ces magasins comme business model? C'est en fait ce qu'on appelle le business model de la vente directe. Je pense qu'on en a déjà parlé, le direct selling. Je pense, oui. Donc, Nintendo oui, fait de la vente directe, effectivement. Et donc, que vend Disney dans ses magasins, qu'ils soient physiques ou e-commerce? Ce sont des produits Disney, des produits dérivés, mais aussi des CD, des DVD, etc. Tout ce que Disney a produit peut être trouvé en un seul lieu. On a parlé du premier business model en contact direct avec le public final, c'est-à-dire les familles. Là, c'est le deuxième, en contact direct avec les familles, donc des boutiques claires, nettes et précis. Et qui dit contact direct avec les familles, dit point de contact. Pour ceux qui ont suivi l'année dernière au niveau expérience, les touchpoints, Disney a très bien compris, encore une fois, je crois que Disney a vraiment tout compris, c'est comme s'il avait fait le cours sur la marque, que qui dit point de contact dit expérience. Et donc, la Walt Disney Company, d'abord, a décidé de ne pas faire des magasins qui seraient possédés par d'autres, mais d'avoir des magasins où elle aurait le contrôle, à la Apple, et de former extrêmement bien les employés avec énormément de rigueur pour qu'ils soient capables d'offrir une expérience parfaite du niveau des parcs à thème. À savoir amabilité, amicalité, se comporter comme un ami, et serviabilité poussée à l'extrême. Donc, entrer dans un Disney Store, c'est comme aller à Disneyland Paris, par exemple. C'est ça, Et donc, ça, c'est très important à réaliser parce que l'expérience, le business model de l'expérience est un business model qui fait que les gens ont envie de revenir. Tout à fait. Et là, je vais ajouter un petit quelque chose au niveau par rapport à la capitalisation de l'existant. Dans un premier temps, les Disney Stores vendaient les surplus des parcs. Et dans un premier temps, ce n'était que pour les employés Disney. Ah, ok. Alors, ensuite, évidemment, ils se sont rendus compte que c'était quand même encore un bon filon de vendre tous les produits Disney dans des magasins qui leur appartenaient. Alors, au début, tous les magasins appartenaient à Disney. Alors, pour la petite histoire,
depuis le temps jusque maintenant, ils en ont revendu et puis ils ont tout racheté. Expérience. Ah ouais? À mon avis, ils ont vu la perte de contrôle et ce que ça donnait. Donc voilà, il y a vraiment des chaînes entières de magasins qui ont été revendus dans plusieurs pays et puis qui finalement ont été rachetés. Mais il y avait quand même un aspect un peu négatif par rapport à ces stores, c'est qu'en fait, une fois qu'ils ont ouvert des magasins un peu partout, ils ont connu des chutes de revenus dans les parcs. Parce qu'en fait, les gens n'achetaient plus leurs produits Disney dans les parcs, mais les achetaient dans les magasins. Ok. Et donc, ils ont commencé après à produire des produits qui seraient spécifiques au store, pour qu'il y ait quand même un intérêt à aller d'un côté ou de l'autre. Et donc, je rebondis sur ce que dit Maxime. Pourquoi? Parce que quand vous voyez le why de la vente directe et le who, c'est le même que le why, le why de ou presque le why de l'expérience et le who de l'expérience. Et donc, lorsque vous décidez d'avoir un business model, d'en ajouter un, vous devez toujours vous poser la question de savoir si le nouveau business model que vous allez créer ne va pas cannibaliser le précédent. Donc, Disney a fait correctement les choses en réaction à l'erreur qu'ils avaient commise, mais vous pourriez ne pas commettre cette erreur en procédant avec méthode. Donc, effectivement. Mais ce n'est pas tout. Si vous avez simplement lu le post de ce matin de Pinchasa, vous saurez que Disney ne s'est pas arrêté à la vente directe, au store, au magazine, à la télévision, etc., etc. Disney, c'est maintenant carrément de la vidéo à la demande. Et comment ça s'est produit, en fait? Comment est-ce qu'ils en sont arrivés, Maxime, à faire de la vidéo à la demande alors qu'ils avaient déjà tout? Alors, c'est un côté qu'on n'a pas beaucoup abordé ici, mais en fait, Disney a souvent été réactif. Il a souvent été réactif, par exemple, quand les dessins animés ont commencé à être digitaux, faits par ordinateur plutôt qu'avec des dessins, Disney s'est dit non, tranquille. Et puis, évidemment, le vent a tourné et rapidement, ils ont racheté Pixar parce qu'il fallait rattraper le retard. Alors là, ils ont vu arriver Netflix, ils ont vu arriver Amazon Prime Video et ils se sont dit, non, ça va. Mais en fait, ça ne va pas. Parce que plus les gens regardent la télé sur Netflix et sur Amazon Prime, et moins ils regardent la télé avec les chaînes Disney. Et là, l'erreur qu'ils ont commise. Et moins ils achètent des DVD. Et moins ils achètent des DVD. Et là, je fais une petite parenthèse. L'erreur que Disney a commise, c'est de croire qu'ils étaient dans le business du dessin animé, alors qu'ils sont dans le business du temps disponible. Et quand on a du temps disponible, soit on regarde Disney, soit on regarde Amazon, soit on regarde soit on regarde Netflix, etc. C'est le business du temps disponible. Ils ont rectifié le tir. Et en 2019, ils ont lancé Disney+. Alors, Disney+, donc ils ont racheté Marvel, ils ont racheté Pixar, ils ont racheté Lucasfilm, ils ont racheté Miramax. Et je ne sais plus, je crois qu'il y en a encore d'autres catalogues comme ça qu'ils ont rachetés. Donc, ils ont un catalogue complètement incroyable qui leur permet évidemment d'avoir une plateforme de très grande qualité. Dès le départ. Et c'est ça la différence. Dès le départ, ils avaient, et ça c'est le why, c'est tous les films de Disney et aussi toutes les autres sociétés de production dans lesquelles soit Disney a investi, soit Disney a racheté, en fait, tout simplement. Et donc, avec ce why, auquel ils pouvaient déjà répondre directement, avec le public familial qui était déjà captif des films Disney parce que c'était déjà leur client, le how, ils l'ont fait sans grande difficulté, les plateformes web de streaming, enfin, sans grande difficulté. L'expérience utilisateur n'est pas aussi extraordinaire que Netflix, mais je suis sûre qu'ils vont arranger ça bientôt. Et ce qu'ils ont pu proposer, c'est non seulement des films et séries, plus simplement des films d'animation, puisqu'ils possèdent plein de sociétés de production, des films, des séries, mais aussi du contenu éducatif en vidéo à la demande. Et donc là, c'est comme si Disney avait plus ou moins bouclé la boucle, entre guillemets. Mais le plus important, parce qu'il faut se souvenir que chez Pinchasa, on parle de profit, pas de revenus. À ton avis, quelle est l'activité la plus profitable pour Disney aujourd'hui? Est-ce que ce sont les dessins animés, donc les films, les dessins animés?
Est-ce que ce sont les magazines? Est-ce que ce sont les stores? Est-ce que ce sont les parcs? Est-ce que c'est Disney+? Vous pouvez Non, jouer moi, aussi moi, personnellement, j'aurais envie de dire c'est des produits dérivés. les produits dérivés. Effectivement, on pourrait le penser. Donc, le business du licensing est un excellent business, effectivement, et décliner les films et les personnages de films grâce au licensing, c'est juste une excellente idée. Mais ce n'est pas vraiment ce qui, aujourd'hui, et en fait, de toute l'histoire de Disney, ce n'est pas ce qui rapporte le plus à Disney. Ce qui rapporte le plus à Disney, Maxime, Eh bien, c'est le parc. C'est son business d'expérience. Ouais. Alors, on a parlé des parcs, mais il faut savoir que Disney fait aussi des croisières et qu'il a aussi des clubs de vacances. D'accord, ok. Là, on parle du dernier trimestre 2021. Alors, vous imaginez bien qu'avec le Covid, Disney se l'est mangé, le Covid, il se l'est mangé en pleine tête aussi. Oui, les parcs ont été fermés, les ventes de toutes sortes ont baissé, etc. Donc, année noire 2020, début 2021. Mais là, maintenant, Disney est de retour. Et donc, les parcs et le business experience, c'est 33% des revenus de Disney. OK. Mais 62% du profit. C'est un peu un schéma à la Apple dans le. À la Apple, ouais. C'est un peu ça. Les autres segments de Disney, tout ce qui est les chaînes de télévision Disney, hein, et donc il y a National Geographic, Disney Channel, etc. Ceux que vous avez dans les bouquets et ce genre de choses. Oui. 35% des revenus, 38% du profit. OK. Donc, vous voyez que les deux là font 100% des profits. Et c'est là que vient la surprise, et on n'a pas pu creuser tout ça, mais la vente en direct aux consommateurs, c'est-à-dire Disney+, oui, aussi les autres plateformes vidéo sur lesquelles les films Disney se trouvent, sont en fait pour l'instant en perte. D'accord. Et ça, malgré qu'ils sont maintenant à 130 millions d'utilisateurs sur Disney+. Donc, ce n'est pas rien. Mais les investissements pour créer ce type de plateforme sont vraiment importants. Oui, et, on peut expliquer la perte. Et on peut supposer donc qu'il faut encore un peu de temps avant que ce soit amorti et que les profits puissent arriver. Pas pareil pour les revenus liés aux licences, en fait, n'ont pas fait de profit sur ces 3 derniers mois. Alors là aussi, on n'a pas creusé parce que, bon, on ne peut pas tout aborder dans ce webinaire, évidemment, mais retenez que ce qui ramène de l'argent maintenant à Disney, c'est l'expérience. C'est l'expérience. L'expérience et tout ce qui tourne autour. Et là, on va faire le lien quand même parce qu'on vous l'avait promis le mois passé. Hein, on vous avait dit Nintendo devient comme Disney. Oui. Alors, souvenez-vous que Nintendo, tout comme Disney, procure du divertissement, procure des moments de détente. Tout comme Disney, il crée des marques fortes autour des personnages de ses jeux vidéo, alors que Disney est dans les films. Oui. Et Nintendo est en train de lancer, mes excuses, un premier parc à thème Nintendo. Parce qu'ils ont compris. Que l'argent est dans l'expérience. L'expérience de marque. Alors, malgré tous les stars de Disney, souvenez-vous que Pokémon est largement devant les princesses de Disney ou Mickey en termes de licensing pour le merchandising. Pour une raison très simple, l'expérience est vécue en 3D, dans le réel, pas derrière un écran. Et Nintendo a compris ça. Et donc, ici, on va faire un autre lien encore, on en a parlé, hein. On dit toujours qu'on veut faire de nos clients le Apple de leur secteur. Mais Nintendo, on vous avait expliqué qu'ils avaient une philosophie à la Apple. Disney, quand on voit l'accent qu'ils mettent sur l'expérience vécue dans leur parc, mais aussi dans leur magasin, ils veulent maîtriser tout ça, ils savent que c'est l'essentiel. Et d'ailleurs, ils rachètent les magasins qu'ils ont essayé de franchiser. Exactement. Et donc, Apple, Disney, Nintendo, même combat. Délivrer de l'excellence,
rester fidèle à une vision claire depuis le début, ou presque, et fournir de l'expérience. D'ailleurs, Disney est le Apple de son secteur du divertissement et Nintendo est le Apple de son secteur du jeu vidéo. Tout à fait. Waouh. Donc, Ah non, mais ça, c'est top. alors maintenant, ça c'était la situation aujourd'hui. Et demain, Max. Que nous réserve Disney pour demain? Alors, juste une question. Juste une question. C'est au Japon, hein, le premier parc, non? Nintendo, oui. Oui. En fait, ils ont créé un parc. Ils ont créé un parc au Japon. Oui. Oui. C'est dingue, ça. Ah non, c'est super intéressant d'analyser en fait le pourquoi ils le créent. Parce qu'en fait, ils voient que par rapport aux chiffres que vous avez donnés, c'est dingue. 33%, ça génère 60%. Ouais. Et en fait, ce que vous venez de donner avec Pokémon, c'est que vous êtes en train de dire que comme ils ont déjà un temps d'avance sur le merchandising, etc., s'ils se mettent à faire le parc, ça peut exploser. Okay. S'il y a des fans de Mario Kart ici, ouais. Imaginez-vous faire du Mario Kart dans le parc Nintendo. Dans la vraie vie. Bon. Oh mon Dieu, il faut qu'on aille au Japon. C'est ça. C'est ça. Et demain, donc. Et demain. Et bien donc là, il y a comment se projeter avec Disney. Mais il y a deux infos que Disney a diffusées en début de cette année. Hein. Donc en février, ils ont annoncé avoir appointé une personne qui va s'occuper de la stratégie pour le métaverse de Disney. Donc, le métaverse, on en a parlé avec Facebook, c'est l'Internet de demain, hein, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, a priori, on ne va pas y couper. Et donc, ils ont déjà appointé quelqu'un qui va réfléchir à la stratégie de contenu et à l'expérience utilisateur dans le métaverse Disney. À côté de ça, Disney se rend bien compte que le monde est multiple et que s'il veut vendre Disney+ dans le monde entier, il va falloir créer du contenu adapté à tous les publics. Et donc, il y a une autre personne qui a été appointée pour diriger un hub de création internationale qui va se focaliser sur la création de contenu local. Et donc, il est possible que dans les années à venir, sait-on jamais, sur le Disney+ disponible en Afrique, eh bien, il y ait de plus en plus de contenu, au moins à consonance africain. D'accord. C'est bien que tu dises au moins à consonance parce que rien n'est moins sûr. Mais en tout cas, ils feront un effort de colorer encore plus leur contenu. Waouh. Donc, métaverse d'un côté et puis contenu local. Ouais, tout à fait. Ça, c'est ce que Disney annonce comme étant son avenir, en tout cas. Et donc, j'imagine que les business models et les innovations de business models qu'il y aura derrière seront encore très, très intéressantes à observer. C'est donc tout pour nous aujourd'hui. Non. Non, c'est super, c'est super. Non, en fait, moi, je suis là avec vous, mais j'ai mon popcorn. Hein. Moi, n'oubliez pas que moi, j'ai mon popcorn. Hein, donc, non, mais c'est super. C'est super, super intéressant. Alors, Farimata, qui nous dit, on me pose souvent la question, en tant qu'adulte, tu continues toujours à regarder Disney Channel? Ben, c'est très intéressant cette question. Parce que, bon, d'abord, à mon avis, il n'y a que les Africains qui s'en étonnent, parce que tous les Européens ont été, et les Américains, on va dire, ont été bercés au Disney. Et donc, il n'y a aucun adulte aujourd'hui qui se demande comment est-ce qu'on peut encore chanter du Disney ou à regarder du Disney. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que Disney a compris, comme toutes les autres entreprises, que pour avoir un consommateur adulte captif, il faut le prendre quand il est tout petit. Quand il est petit, On parle, et on en a parlé, je pense, l'année dernière, de lifetime value. Donc, la vie, pendant la durée pendant laquelle une personne va dépenser de l'argent dans une même entreprise. Plus tôt une personne devient cliente de chez Disney, mieux c'est pour Disney. Et comme Disney a l'art de créer de l'émotion, vraiment, pour toutes les strates ou toutes les tranches d'âge, ce qui fait vraiment appel à des émotions de base, hein, eh bien, c'est tout à fait normal que les adultes soient captifs de Disney, quel que soit leur âge,
Hein, une fois qu'on a vu ouais. un Disney, on ne s'en défait pas. Moi, c'est le Roi Lion. Je C'était il y te a plus de dis, 20 ans. Mais Simba! Ah, mais Simba! Il non, va me tuer! c'est Tu que vas me c'est tuer! pas subtil. Je pleure, c'est pas possible. Et je chante surtout. Donc, bon, je comprends Farimata, il faut pas avoir honte. Faudra leur dire, quand on te pose encore la question, allez voir le webinaire de Pinchassa et 10 000 codeurs, vous comprendrez pourquoi je regarde encore Disney Channel. Ah, non, 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 non. Là, c'était du lourd. C'était du lourd. Alors, moi, il y a un truc qui m'a impressionné, là, sur la fin, là. C'est au niveau stratégie. Quand vous avez dit, ils se sont trompés. Ils ont cru qu'ils étaient dans le modèle du dessin animé. Et en fait, non. Ouais. C'est le temps utilisé. Ouais. En fait, eux, ils se sont dit, en fait, les gens aiment les dessins animés. En fait, donc, ils on ont va leur gagné donner des beaucoup dessins animés. d'argent. Même en se trompant, ils ont gagné beaucoup d'argent. C'est juste qu'ils ont perdu du temps. Ouais. Ils ont perdu du temps. Et comme ils avaient déjà beaucoup d'argent par ailleurs, ils ont eu Ouais. le loisir de perdre du temps. Mais la plupart des clients qu'on accompagne, on se rend compte que la majorité d'entre eux croient qu'ils sont dans un business restreint, alors qu'ils doivent voir beaucoup plus grand l'écosystème dans lequel ils se trouvent. Donc maintenant, on ajoute évidemment un accompagnement pour mieux comprendre et identifier l'écosystème dans lequel les entreprises se trouvent réellement. Ah, c'est vraiment la stratégie, quoi. C'est-à-dire que vraiment, non, mais c'est là où on voit qu'on, pour penser comme ça, on peut pas être au four et au moulin. Parce Non. que souvent, les entrepreneurs, c'est vrai qu'on est au four au moulin, alors que là, c'est de la stratégie. Donc là, en fait, on regarde les concurrents, comment ils fonctionnent, on regarde nos forces, on regarde nos faiblesses, et on se dit, en fonction de ce qui se passe autour, bah, qu'est-ce qu'on peut ajouter, qu'est-ce qu'on peut adapter. Mais même pour identifier qui sont les concurrents, il faut Oui, comprendre à quel jeu on joue. Regarder nos concurrents, c'est quelque chose qu'on fait une fois qu'on a compris dans quel marché on joue. Mais il faut d'abord comprendre dans quel marché on joue. ouais, Disney tout à a fait. compris qui étaient ses concurrents, il s'est dit je vais les racheter. Mais ça n'a pas suffi. Ah, il ne peut pas racheter tout le monde. Ça n'a pas suffi. Donc, il fallait comprendre dans quel écosystème il se trouvait réellement. Et donc, comme tu l'as dit il y a un instant, non, on ne peut pas être au four et au moulin. Les entrepreneurs doivent être dans les opérations, ou dans la vision, mais ils doivent être des faiseurs, hein, être dans les opérations. Et donc, nous, vraiment, notre rôle, c'est comme on le dit, hein, le brand sidekick des marques, c'est vraiment d'être là, copilote, regarder dans les angles morts qu'il est impossible de voir vu la vitesse à laquelle les chefs d'entreprise doivent aller. Et c'est tout à fait normal. Opération, exploration. C'est des rôles différents. Waouh, waouh, waouh. Alors, moi, je suis tout ému, hein, donc je sais même plus. Bon, c'est la conclusion maintenant. Le mot de la fin. Je te laisse conclure. Mais la conclusion, comme vous voyez, comme vous avez vu ici, Disney est devenu ce qu'il est devenu, principalement parce que son fondateur avait une vision claire de la valeur qu'il voulait apporter et il n'en a jamais dévié. Et il n'a pas eu peur de se mettre au bord de la faillite plusieurs fois, de mettre toutes ses économies pour financer les projets dans lesquels il croyait jusqu'au moment où ça a fonctionné. Et ça, c'est le premier enseignement de Disney. Vous êtes fondateur d'une start-up, c'est votre bébé et c'est vous qui devez le porter, même contre votre équipe parfois, le temps que tout le monde comprenne le bien fondé de votre démarche. La deuxième chose, c'est d'avoir une vision très claire dès le début, le plus possible, de tout ce que vous pouvez faire avec cette valeur que vous produisez. Parce qu'il y a toujours le plus évident, mais en fait, on peut toujours réutiliser autrement ce qui existe déjà. Et on en a parlé pour ça avec Amazon. Amazon qui met sur pied une plateforme d'e-commerce et puis qui se dit, mais tiens, si on vendait l'architecture, le système informatique qu'il y a derrière à d'autres gens qui ont les mêmes besoins. Ça devient Amazon AWS. Et ça devient Amazon AWS qui est la source principale de profit d'Amazon, là où tout le monde pense que c'est l'e-commerce. Et donc, ça, c'est vraiment deux messages très importants, je trouve, et très inspirants de Disney. Et pour conclure, on va quand même vous annoncer le prochain. On peut, effectivement. Moi, avant d'annoncer le prochain, je veux quand même rappeler en point important qu'il y a la vision, évidemment, mais il y a surtout la marque. Sans marque,
aucun des éléments dont on a parlé ici n'aurait été possible. Le business de l'expérience, c'est d'abord et avant tout de l'expérience de marque, de l'expérience, de l'émotion, de l'ADN, etc. C'est parce que Walt Disney avait compris ça dès le départ, ou en tout cas qu'il s'est bien entouré dès le départ, qu'il a pu construire cet empire. Donc ça, c'est extrêmement important. Business model, mais aussi ADN de marque, expérience de marque, c'est vraiment un trio gagnant. Maintenant, la semaine prochaine. Le mois prochain. Le mois prochain. J'en suis tout ému, moi aussi. Alors, le mois prochain, on va revenir aux premières amours de la communauté d'10 000 codeurs, hein, et on va revenir à une entreprise technologique, hein, à savoir Dell. Dell, le fabricant d'ordinateurs qui est vraiment un modèle à suivre en matière d'innovation de business model. Ils ont vraiment révolutionné pas mal de choses. On ne vous en dit pas plus, mais vous savez, le 3e mardi du mois prochain, on sera avec Dell. Exactement. L'innovation de business model. Les amis, ça va se passer le 21 juin 2022. Tenez-vous bien, on va parler de Dell. Alors là, je vais rendre l'antenne parce que je suis retourné. C'est vraiment histoire. Et moi, ce que je note, c'est vraiment 3 ans, quoi. 3 ans, il a dit, vous m'avez dit 3 ans, il a attendu 3 ans, le premier long métrage. Il a fait 3 ans à la main, 24 images par seconde. 3 ans. Donc ça, c'est un truc, ça, c'est épatant. Ouais. Et deuxième chose, le schéma que vous avez montré, ça, c'est collector, ça. Ça, c'est collector. Ça doit avoir une fortune, ce truc. Ça doit avoir une fortune. J'invite vraiment tout le monde à aller le rechercher parce qu'il est sur Internet. Hein. Vous cherchez Business Model Walt Disney 1957 et analysez-le parce que vraiment, c'est une mine d'or pour tous les chefs d'entreprise. Mais c'est dingue parce que… Et en fait, vous avez dit qu'il a dessiné des trucs, même quand il est mort, le premier truc, il n'est pas encore créé. Ah non, c'est dingue. Bon, les amis, vous avez vu, hein, c'est du lourd, encore une fois, c'est du lourd avec Pinchasa, comme d'habitude. Je vous rappelle que nos amis de Pinchasa, allez voir leur site internet, allez les voir sur Insta. N'hésitez pas à leur proposer si vous avez envie d'être accompagné, à travailler sur les logos, travailler effectivement sur votre identité de marque, tout le travail sur l'expérience de marque. Ils ont plein de formules qui vont être intéressantes pour vous. Et surtout, on est en train de travailler avec Pinchasa sur une offre vraiment très intéressante pour accompagner les entrepreneurs. Là, on va aller chercher vraiment les sous là, pour les jeunes qui nous écoutent et qui ont le passeport numérique, qui ont vu tous les webinaires de l'année dernière sur le branding et qui ont vu tous les épisodes, tous les cas, et également qui ont vu tous les webinaires entrepreneuriat. Là, pour cela, on va aller chercher des sous pour les accompagner sur le côté justement stratégique. Je rappelle que la partie stratégique, très importante, c'est au début. Ça fait partie des métiers. Hein. Leur métier, c'est business designer. Vous avez vu, il faut bien comprendre, ça, c'est leur métier, ça. Business designer. D'accord? Donc, ils interviennent au début. C'est-à-dire que quand vous avez même une idée, là, vous ne savez même pas encore, c'est dans votre tête, là. C'est-à-dire vous-même, vous croyez que vous ne connaissez pas. Eux, en fait, ils vous accompagnent pour vraiment mettre en place les jalons et la stratégie. Et vous avez vu beaucoup de stratégies pour vous aider vraiment à atteindre et à devenir unique, à devenir empathique et à devenir profitable. Donc, ne cherchez pas à devenir ce métier, hein, parce que nous, on ne peut pas vous accompagner. Là, vraiment, pas vraiment. Affaire de codeur, tout ça, là, nous, c'est ça. Mais peut-être parmi vous, ceux qui voudraient devenir business designer, d'accord, ce serait intéressant de voir avec Pinchasa comment c'est possible. Là aussi, on pourra peut-être faire une émission d'ailleurs rien que là-dessus, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, qui ont une expérience professionnelle, qui viennent du monde du marketing, qui viennent peut-être du monde aussi du cognitif, hein, ou de la communication, et qui voudraient avoir cette capacité à accompagner les gens dans la stratégie, en fait, qui va leur permettre d'avancer. Voilà, on n'en dit pas plus, il est déjà bientôt 15. On vous salue, merci encore Pinchasa. Ciao. Et on vous dit au mois prochain, 3e mardi du mois. Bye bye. À bientôt.